Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde. Ici Frédéric Méran, je suis professeur de sciences politiques, directeur scientifique du Cerium et votre animateur. Aujourd'hui à l'émission 100 ans de communisme en Chine, les dessous du pouvoir. Du 5 au 11 mars 2021 s'est tenue la double session parlementaire du Parti communiste chinois à Pékin. L'Assemblée nationale populaire, composée de près de 3000 délégués, et la conférence consultative politique du peuple chinois, composée d'environ 2000 représentants de la société, se sont réunis pour fixer les budgets, la croissance du pays et parler du rôle et de la place de la Chine dans le monde. Fondé en 1921, le PCC fêtera le 23 juillet 2021 ses 100 ans, dont 72 au pouvoir. Il est né près de 10 ans après la chute du régime impérial et l'institution de la République de Chine. À ses débuts, la République est instable, et rapidement une rivalité s'installe entre le jeune PCC et le parti nationaliste de Kuomintang. La guerre civile qui en découle fera des milliers de morts. Les nationalistes vont prendre le pouvoir jusqu'à l'invasion nippone de 1937. Les deux partis vont alors s'unir contre l'envahisseur. En 1949, le PCC de Mao Tse-tung devient l'unique parti au pouvoir. La République populaire de Chine est proclamée. Le parti nationaliste se réfugiera à Taïwan, où son régime politique subsiste encore. Depuis plus de 70 ans, le Parti communiste chinois règne en roi et maître sur la République populaire de Chine. Son économie est puissante et son influence dans le monde est décuplée. Pour célébrer le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, ses dirigeants affichent leur succès. Sur fond de tensions politiques avec l'Occident, des procès à Hong Kong et juste après l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé à Wuhan, le PCC vend les mérites du modèle chinois, endiguement de l'épidémie, éradication de la pauvreté et reprise de l'économie. Contrôler le narratif de l'année 2020 et les premiers cafouillages de la pandémie semblent être le maître mot du parti. Seul pays du G7 a enregistré un taux de croissance positif en 2020, la Chine se positionne comme leader du monde post-pandémie en faisant de sa victoire contre la Covid-19 une preuve de la légitimité du parti et de l'efficacité de son modèle. Le durcissement, interne et externe, du gouvernement se fait sentir et le message du sommet est transmis clairement à l'ensemble de ses membres. Cette structure pyramidale du PCC se divise en plusieurs organes. À sa tête, le comité central, organe suprême de direction du parti, il élit le secrétaire général, aujourd'hui Xi Jinping. À sa base, une multitude d'organisations locales, outils de contrôle étendus sur l'ensemble du territoire chinois. Tiananmen en 1989, Hong Kong en 2019, les manifestations et les révolutions font peur au gouvernement. Après les chars militaires de Tiananmen, le parti s'est tourné vers les réformes politiques pour réduire au silence ces mouvements de contestation. Dernière en date, le PCC annonce qu'il compte réformer le système électoral à Hong Kong. Seuls les partisans du régime pourront se présenter dans l'ancienne colonie britannique revenue dans le giron chinois en 1997. Cette annonce fait suite à la déjà controversée loi sur la sécurité nationale promulguée en 2020. Les grands absents du discours du Premier ministre, Li Keqiang, sont le Tibet et la répression contre les Ouïghours, communauté musulmane du Xinjiang, région autonome à l'est du pays. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, le parti cherche à assimiler cette minorité par la force, dans des camps d'internement. Un récent rapport, produit par un centre d'études indépendant américain et composé d'une cinquantaine d'experts internationaux, fait état d'un véritable génocide de la population ouïghour. Enfin, figure centrale du parti depuis son élection en 2012, Xi Jinping semble mener le pays d'une main de fer. À la fois président de la République et secrétaire général du parti, Xi s'est lancé depuis son élection et sous couvert de lutte contre la corruption, dans une véritable purge au sein des rangs du parti et de l'armée, dont il est aussi le chef. Les opposants et les dissidents sont écartés. Le but, accroître son pouvoir et sa domination au sein du PCC. En 2018, il réforme la Constitution. La limite des 2 mandats imposée par son prédécesseur, Deng Xiaoping, en 1982 est supprimée. Il va même jusqu'à inscrire ses pensées comme nouvelle idéologie du parti. La Chine semble se tourner vers une nouvelle ère politique, l'ère Xi Jinping. Alors, le Parti communiste chinois fêtera ses 100 ans en juillet 2021. On entend beaucoup parler de l'influence grandissante de la Chine sur la scène internationale, mais on connaît moins bien le fonctionnement du parti unique qui gouverne ce pays depuis 1949. Pour nous éclairer aujourd'hui, nous recevons Jean-Pierre Cabestan, qui est sinologue, professeur et directeur du département de sciences politiques à l'Université Baptiste de Hong Kong. Bonjour Jean-Pierre Cabestan. Bonjour. En 2018, vous avez écrit un livre qui s'intitulait « Demain la Chine, démocratie ou dictature ?» Point d'interrogation. Nous sommes en 2021, la question du traitement des Ouïghours est de plus en plus médiatisée, notamment au Canada où le Parlement n'hésite plus à parler de génocide. Vous vivez par ailleurs vous-même à Hong Kong, dont les dernières libertés peut-être semblent avoir été reniées, voire supprimées au cours de la dernière année. Alors aujourd'hui, la Chine, dictature, ou y a-t-il quand même des poches de démocratie qui subsistent? Je crois que c'est principalement dictature, hein. C'est un régime de parti unique,
parti dont on va parler, qui est un parti très hiérarchique, très opaque dans son fonctionnement. Et donc, non, je crois que c'est largement une dictature. Alors, vous avez des éléments de consultation de la population à la marge. On a parlé des élections villageoises à un moment dans lesquelles on avait investi beaucoup d'espoir, hein, comme première étape vers une démocratisation progressive du régime. Puis en fait, il n'y a rien été. On s'aperçoit que ces élections villageoises sont extrêmement guidées. Les candidats sont sélectionnés par le parti et le parti s'arrange maintenant pour que, en fait, le chef du village soit également le secrétaire du comité du parti. Donc, en fait, une fois encore, c'est le Parti communiste qui mène la danse, je peux dire. Donc, non, c'est principalement dictature. Ce qui signifie qu'il faut bien comprendre le fonctionnement interne du Parti communiste, mais aussi justement le rôle qu'il joue dans toutes les sphères de la société, notamment vous venez d'évoquer par exemple ces structures de pouvoir parfois parallèles aux structures formelles au sein des organisations. Alors pouvez-vous nous expliquer dans les termes les plus simples possibles un peu qu'est-ce que c'est le Parti communiste chinois dans son fonctionnement intérieur d'abord? D'abord, c'est 92 millions de membres, environ entre 6 et 7% de la population chinoise, qui paraît peu au regard de la population dans son ensemble, mais parce que d'autres pays socialistes avaient des pourcentages de membres du parti beaucoup plus élevés. Je pense à l'Allemagne de l'Est ou à Cuba, où les proportions avoisinaient les 20%. Cela étant, cette proportion a augmenté ces derniers temps et le parti essaie d'amener à lui les élites, les jeunes éduqués, les cadres, les scientifiques. Et non sans un certain succès, parce que en fait, l'adhésion au parti est une des clés de toute carrière, de toute progression sociale. Cela étant, dans les 92 millions de membres, vous avez une grande partie des membres du parti qui n'ont aucun pouvoir, qui sont mobilisés pour diffuser les instructions du parti, la bonne parole du parti, si je puis dire, mais qui n'ont aucune voix au chapitre, qui ne lisent pas leurs responsables, qui n'ont pas d'influence sur les décisions locales ou nationales du Parti communiste. Donc, on estime que, bon, il y a plusieurs strates dans le parti, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on estime qu'il y a une élite à la tête du parti d'environ soit 600 000 cadres, ce qui paraît énorme, enfin, ce qui paraît épatant à l'échelle de la Chine, ce qu'on appelle les cadres dirigeants du niveau du département et au-dessus, donc c'est un niveau hiérarchique assez connu en Chine, et ce sont eux qui en fait, à la fois élaborent les décisions et puis les appliquent. Donc, c'est cette élite qui est cooptée, et ça, c'est le grand principe de reproduction des élites au sein du parti, c'est le principe de la cooptation, qui n'est pas un principe très original. Hein. Beaucoup d'organisations humaines sont fondées sur le principe de la cooptation, y compris les entreprises d'ailleurs. Mais c'est ce principe qui préside au fonctionnement du parti. L'autre principe que j'ai évoqué rapidement au départ, et c'est ça le grand problème en fait du système politique chinois, c'est l'opacité. C'est-à-dire que le parti, à mon sens, doit être compris comme une société secrète. Une société secrète qui a, si vous voulez, kidnappé le pouvoir d'État en 1949, l'a identifié au parti, l'a transmis dans les rouages du parti, et c'est le parti qui dirige pour l'État. C'est-à-dire que c'est un parti-État. C'est pour ça qu'on appelle le Parti communiste un parti-État. Donc, ce n'est pas un parti politique comme on l'entend dans les pays démocratiques, vous savez, qui a un programme, qui veut se faire élire, qui participe aux élections, qui veut devenir un parti de gouvernement. Le Parti communiste chinois, c'est un parti-État. Donc, c'est une bureaucratie qui, en elle-même, a sa propre logique et qui est beaucoup plus opaque que la bureaucratie d'État, hein, qui l'espèce de ce que j'appelle, moi, personnellement, la façade étatique du Parti communiste, et qui représente le parti, mais qui est aussi habité par les cadres du parti, hein, à chaque échelon de l'administration, puisque dans une ville, le maire est le numéro 2 du parti, tandis que le numéro 1, c'est le secrétaire du parti qui, en fait, tirer les ficelles par derrière, enfin, dirige la collectivité territoriale dont le maire est le chef sur le papier. Donc, ce que vous décrivez pour une commune, on doit l'appliquer à n'importe quelle organisation, à une université, à un hôpital, à une entreprise. C'est comme ça que le Parti communiste réussit à exercer son influence, même à tous les niveaux, finalement, de la vie sociale? Il y a une hiérarchie formelle au sommet, mais
c'est une hiérarchie qui est en fait composée du numéro 1 et du numéro 2 du comité du parti. Le numéro 1 dirige l'appareil du parti, le numéro 2 est transféré dans l'appareil d'État et s'occupe de l'appareil d'État, des services administratifs de l'État. Mais il est subordonné au numéro 1, qui est ce qu'on appelle le patron. En chinoise, il y a une expression qui s'appelle ipacho, c'est-à-dire que c'est lui qui tient le pouvoir dans sa main et il ne délègue pas beaucoup le pouvoir aux autres. Donc, quand même, il y a une concentration du pouvoir à chaque échelon entre les mains du secrétaire du parti, c'est ça qu'il faut retenir. C'est lui qui décide en dernière instance de tout. C'est pour ça qu'il y a pas d'institutions, en fait. Je dis il n'y a pas d'institutions qui viennent limiter son pouvoir, qui viennent jouer le rôle de ce qu'on appelle en anglais checks and balances, donc pouvoir et équilibre. La seule limite, elle vient au-dessus. Lorsque le sommet n'est pas d'accord avec la manière dont il gère sa collectivité territoriale ou lance une campagne ou une enquête de corruption. Donc le sommet a un pouvoir de contrôle, mais qui est un pouvoir qui est assez limité parce que, en fait, pour maintenir une espèce de laisse, si vous voulez, d'emprise sur les responsables locaux, et c'est toujours la menace de la démission, donc du remplacement du responsable, qui est l'arme la plus efficace, outre évidemment l'envoi d'une enquête d'un inspecteur, mais ça c'est une arme qui est moins efficace. Une question peut-être très, très, très simple, mais on comprend bien que on ne peut pas devenir, par exemple, directeur d'une organisation importante sans être, ou maire, sans être membre du Parti communiste. Et la cooptation est le principe par lequel on devient membre du Parti communiste. Mais quels sont les critères les plus importants? Est-ce qu'il y a une forme de méritocratie ou est-ce que c'est simplement la loyauté qui est valorisée? Comment est-ce que la promotion, finalement, dans les échelons du parti fonctionne-t-elle? Les deux. Ce sont les deux. C'est ce qu'on appelle en chinois le de et le tsai. Le de, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on appelle le de en chinois, c'est la morale. La morale, en fait, c'est la loyauté au parti. Et le tsai, c'est la compétence technique, administrative. Et donc, il faut avoir les deux qualités pour pouvoir progresser dans le parti. Alors, les fonctionnaires d'État eux-mêmes sont recrutés maintenant sur concours, mais pas tous. Et dans le parti, on n'est pas recruté sur concours, on est recruté sur des formes d'évaluation qui sont là aussi peu transparentes et qui privilégient à la fois, comme je le disais, la loyauté, mais aussi la compétence technique. Ce qui est certain, c'est que maintenant, la plupart des cadres du système administratif ou bureaucratique chinois sont compétents. Ils n'ont plus ce côté un petit peu plouc qu'ils avaient à l'époque de Mao, ou très paysan. Maintenant, vous avez des gens qui sortent de l'université, qui ont des formations d'ingénieurs ou de cadres administratifs ou en business, etc. Et donc, c'est pas vraiment le problème, mais le fonctionnement du système ne favorise pas seulement ce qu'on appelle justement la méritocratie. Et là, je ne suis pas d'accord avec certaines analyses, dont d'ailleurs un Canadien, Daniel Bell, qui a promu l'idée que le système était dominé par une méritocratie, c'est-à-dire que le principe de promotion était logiquement fondé sur la méritocratie. Je pense que ce n'est pas le cas, qu'en fait, la loyauté et les liens d'allégeance, ce qu'on appelle le clientélisme, en fait, dans le parti, joue encore un rôle extrêmement important. Quand on voit comment Xi Jinping a promu tous les gens qui ont travaillé avec lui dans les provinces où il est resté longtemps, notamment le Fujian et le Zhejiang, on comprend comment, en fait, un nouveau responsable du parti essaye de s'entourer de gens à qui il a confiance, et comment se noue la confiance, se construit la confiance au sein d'une organisation comme le Parti communiste. Ce sont des liens d'allégeance qui sont assez classiques, finalement, patron-client, c'est ce qu'on appelle le clientélisme, et qui permet donc de s'appuyer sur des subordonnés fiables et de permettre permettre d'avoir plus d'armes pour surveiller les gens qu'on contrôle moins bien, qui appartiennent à d'autres écuries, si je puis dire, ou à d'autres factions au sein du parti.
Ah, mais justement, dans un parti État, comme vous venez de le décrire, se pose la question du poids des individus. Évidemment, à l'époque du culte de la personnalité de Mao Tse-tung, on imagine que la personnalité de Mao était fondamentale, mais aujourd'hui, quel en est-il? On parle beaucoup de Xi Jinping, mais est-il vraiment son pouvoir, disons, ou son autorité s'appuie-t-elle exclusivement sur sa personne et ses propres réseaux, ou est-il plutôt dépendant finalement de ces structures du Parti communiste que vous venez de décrire? Je crois qu'il reste très dépendant des structures du parti. Évidemment, sa personnalité, son charisme, tout ça, ce sont des constructions volontaires pour asseoir son autorité, pour essayer de consolider son pouvoir, puis aussi de le stabiliser. Surtout après une période où on a assisté, pour ceux qui ont observé la Chine à l'époque de Hu Jintao, à la fin de l'ère Hu Jintao, une véritable fragmentation du pouvoir. Chaque responsable du comité permanent du bureau politique, à l'époque il y avait 9 membres, cette espèce de directoire, chacun avait son propre, ce qu'on appelait souvent en Chine royaume indépendant, son propre domaine d'excellence ou domaine de compétence qui devenait vraiment des royaumes indépendants. Le meilleur exemple étant Zhou Yongkang, qui était le chef de la police, le chef des services de sécurité du parti, enfin, du parti et de l'État, et qui avait créé une véritable empire à lui, à la fois financier, mais aussi en termes bureaucratiques. Donc, c'est ça qu'a voulu battre en brèche Xi Jinping, en consolidant son pouvoir personnel, mais aussi en remettant de l'ordre dans la machine du parti. Et là, il n'est pas le seul derrière cette entreprise. Donc, souvent, on le présente comme un dictateur isolé au-dessus des autres responsables du parti. C'est vrai jusqu'à un certain point, il faut se méfier parce que c'est pas, si vous voulez, la grande différence entre Xi Jinping ou par exemple Mussolini ou un caudillo latino-américain, c'est qu'il a la tête d'une énorme machine dont il dépend, mais qu'il organise aussi. Alors l'avantage du secrétaire général du Parti communiste, c'est qu'il dirige beaucoup de choses de son propre chef. Il dirige à la fois l'armée, il est le seul à diriger l'armée au sein du système. Les autres, même le Premier ministre Li Keqiang, n'ont aucune voix au chapitre pour tout ce qui concerne les affaires militaires. Il est le seul à avoir si vous voulez, une relation d'autorité sur les forces armées. Il dirige aussi directement tous les services de sécurité, qui sont, comme dans tous les pays socialistes, mais dans tous les États qui se respectent, si je puis dire, distincts des services de l'armée, parce qu'il veut pouvoir permettre de contrôler l'un et l'autre et que les systèmes restent assez autonomes et donc évite d'acquérir trop de puissance par rapport à lui. Et puis, il a alors maintenant, depuis une certaine 5-6 ans, à la tête de ce qu'on appelle des groupes dirigeants, des commissions dirigeantes du parti qui coordonnent les activités de beaucoup d'administrations de l'État, mais depuis la structure du parti. Donc ça c'est une évolution qu'on a observée depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, qui a véritablement renforcé sa position. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il est assuré de rester au pouvoir à vie? En tout cas, je pense qu'on peut dire qu'il va essayer, il va parvenir, à mon avis, rester au pouvoir après 2023, puisqu'il a révisé la Constitution qui lui permet de conserver ses fonctions de président de la République pendant plus de 10 ans. Mais comment va s'organiser la transition? Est-ce qu'il va pouvoir décider lui-même? Est-ce qu'il va être obligé de composer avec d'autres forces au sein du parti? Tant de questions auxquelles on a du mal à répondre. Mais en tout cas, il ne peut pas décider complètement seul. C'est l'avenir son avenir politique et l'avenir du parti. Alors, vous avez bien montré comment il a concentré les pouvoirs. Il est à la fois le secrétaire général du parti et président de la République, donc cette hiérarchie dont vous parliez plus tôt dans l'entretien. Et on comprend bien qu'il est, je ne vous demanderai pas de prédire l'avenir, évidemment, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut déjà observer une opposition qui s'exprime ou que l'on peut deviner soit à l'intérieur de l'appareil dirigeant du Parti communiste, soit à l'extérieur du Parti communiste? Alors, je pense que, d'une manière générale, son pouvoir s'est quand même beaucoup consolidé. On n'a aucune connaissance d'une opposition organisée au sein du parti. Et on voit mal, si vous voulez, le Premier ministre Li Keqiang s'allier avec d'autres au sein de cette direction pour organiser un putsch ou une révolution de palais.
Le seul précédent qu'on ait, enfin, qui me revient à la mémoire, c'est la chute de Khrouchtchev en 1964. Quand Brejnev, avec Kosygin et Podgorny, cette nouvelle troïka à la tête du Parti communiste de l'Union soviétique, avait décidé de pousser, de contraindre Khrouchtchev à prendre sa retraite. Il y avait un certain nombre de reproches qui lui avaient été faits, ça a marché, ça a réussi, mais bon, il n'y a pas tellement de règles. Et le problème, il y a un problème en Chine aussi, qui était peut-être moins contrôlé à l'époque de Khrouchtchev en Union soviétique, c'est que les membres du bureau politique n'ont pas le droit de communiquer entre eux. Toute communication entre deux membres du bureau politique, et a fortiori deux membres du comité permanent, hein, dans le bureau politique il y a 25 membres, le comité permanent il y a 7 membres aujourd'hui, est surveillé par les services de sécurité de Xi Jinping. Ils sont sur écoute, si vous voulez. Ils sont vraiment sur écoute, hein, c'est pas de la rigolade. Donc, bon, c'est une méthode de sécurité qui permet évidemment de préempter toute idée de coalition, de putsch ou de révolution de palais. Donc ça, c'est quand même le premier élément. Le deuxième, c'est celui que j'ai indiqué, c'est qu'il contrôle directement l'armée et par un autre canal les forces de sécurité, et que notamment la sécurité du comité central. Donc ça, il y a des troupes particulières qui répondent à ces instructions de manière directe et qui assurent la sécurité des membres du comité central, donc des 210 membres qui constituent une espèce de parlement du parti. Donc, et donc, c'est très difficile d'imaginer une espèce la formation d'une coalition qui pourrait le mettre à mal. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais ça me paraît difficile. Alors maintenant, la décision qu'il a prise en 2018 de réviser la Constitution lui a attiré pas mal d'ennuis, enfin pas mal d'hostilité, si vous voulez, au sein du parti. On sent que depuis que Xi Jinping a décidé de rester au pouvoir pour plus longtemps et de réviser une Constitution qui avait été élaborée quand même par les réformistes après l'ère de Mao, après la fin de l'ère maoïste, afin de justement limiter les pouvoirs des dirigeants suprêmes, des principaux dirigeants du parti, puis d'organiser une espèce de rotation des élites assez régulière, dans un mandat de 10 ans, pour le Premier ministre, pour le chef de l'Assemblée, pour le président de la République. Et là, le président de la République et le vice-président, en l'occurrence, maintenant sont plus contraints par cette règle. Et ça, il y a beaucoup de gens au sein du parti, au sein des élites du pays aussi, des élites intellectuelles, des élites cultivées, se sont dit que le parti est en train de faire marche arrière, c'est-à-dire de remettre en cause des réformes essentielles, qui étaient des progrès par rapport à l'ère maoïste, par rapport à l'arbitraire, si vous voulez, qui avait dominé à l'époque de Mao. Beaucoup de gens se sont dit, on est en train de reculer, on fait marche arrière, on n'évolue pas vers plus de modernisation politique. Et ça, à mon avis, c'est un vrai sujet de division. Alors, est-ce qu'il est assez fort pour le mettre en difficulté? Pour l'instant, je ne le pense pas. Mais on sent qu'au sein des élites, il y a une véritable grogne. En revanche, et c'est ça le paradoxe, et c'est ça le côté un peu populiste de Xi Jinping, mais populiste favorisé par ce retour du culte de la personnalité, au sein de la société elle-même et des segments les plus, si vous voulez, à la fois les plus âgés, les plus conservateurs de la société, Xi Jinping reste très populaire, ou les plus nationalistes de la société aussi, parce que c'est un homme fort, il donne de la face à la Chine, il est un peu, c'est un symbole de grandeur, pour utiliser un terme gaulliste. Donc, il donne de la grandeur à la Chine et ça plaît à beaucoup de gens. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier contre ceux qui détraquent un peu trop vite Xi Jinping et son avis. Alors, quand on regarde l'organigramme du Parti communiste chinois, le secrétaire général, le bureau politique, le comité central, évidemment, c'est presque entièrement calqué du Parti communiste d'Union soviétique, et puis beaucoup des pratiques que vous venez de décrire, notamment le contrôle des membres, la peur que l'on fait régner ou l'incapacité pour les membres de communiquer les uns avec les autres, ça ressemble aussi à des choses qu'on a connues sous le régime soviétique. Est-ce qu'il y a quand même des différences importantes entre le fonctionnement du Parti communiste chinois et celui qu'on pouvait retrouver à Moscou? Et est-ce que notamment dans l'expression de, peut-être pas de contestation, mais de critique sur, non pas l'autorité du Parti communiste, mais sur des enjeux particuliers, vous avez parlé un peu des réformes économiques, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il est possible d'y avoir une délibération, une discussion à l'intérieur du Parti communiste? On peut le penser. Alors, le problème, une fois encore, on en revient à cette question de l'opacité, c'est-à-dire que les débats qui
le Parti communiste est probablement le théâtre de manière quotidienne, hein, nous sont inconnus. Alors, on imagine les lignes de fracture, on connaît ces débats de manière, si vous voulez, analogique, en essayant en observant, si vous voulez, de manière assez, ce qui est plus facile, observant les débats entre intellectuels, entre la nouvelle gauche, entre les libéraux, les néo-confucéens, ou entre économistes, par exemple, qui sont favorables à une relance par les exportations par rapport à une relance par la consommation. Je crois que les débats entre économistes, ce sont les débats les plus transparents, hein, ceux qui sont les plus facilement appréhendables parce que ils sont publics. Et donc là, sur ces questions de politique publique, je crois qu'il y a les débats sont devenus beaucoup plus ouverts qu'auparavant. Et ça tient aussi au fait que la Chine est quand même, la société chinoise est quand même largement mondialisée, hein, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus ouverte sur l'extérieur que le monde soviétique, et qu'évidemment, avec les moyens de communication numériques, avec le numérique, Internet, ces moyens de communication sont aussi beaucoup plus rapides et beaucoup plus prégnants et influents que pouvait être la communication à l'époque soviétique. Donc ça, ce sont des domaines ou des secteurs où effectivement la société chinoise et ses élites ont plus de moyens de communiquer. Mais là, faut être prudent parce qu'avec Xi Jinping, quand même, il y a eu d'importantes limites qui ont été imposées à ces débats. On voit bien que toutes les idées un peu libérales sur le plan politique ont été là vraiment réduites au silence, hein, avec notamment le licenciement il y a à peu près un an maintenant d'un grand professeur de l'université de Tsinghua, Xu Zhongjun, qui avait eu le malheur de critiquer Xi Jinping et de proposer des réformes plutôt libérales qui évidemment allaient à l'encontre de tout ce que voulait faire Xi Jinping et le Parti communiste. Donc tous ces débats qui deviennent un peu trop politiques sont aujourd'hui largement muselés. En terminant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la perméabilité du Parti communiste chinois à ce qui se passe dans la société civile. En 2019, on a souligné le 30e anniversaire de la répression des manifestations pro-démocratiques à la place Tiananmen. À Hong Kong, où vous vivez aujourd'hui, on a l'impression que le mouvement démocratique a été fortement réprimé. J'ai mentionné en introduction la question des Ouïghours. Est-ce que ces choses-là ont un effet sur le Parti communiste et sur ses décisions et sur, évidemment, son dirigeant principal, Xi Jinping? L'effet le plus direct, c'est que, si vous voulez, la leçon qu'en tire le parti, c'est qu'il faut céder sur rien. C'est que la moindre concession peut faire boule de neige et contraindre le parti à évoluer vers l'inconnu. Et c'est pour ça qu'on voit bien, pour maintenir le monopole du pouvoir du Parti communiste, il faut rester ferme et peut-être accroître la fermeté, les contrôles de la société et devenir quelque peu paranoïaque. Et c'est ça la principale leçon qu'a tiré, je pense, Xi Jinping, à la fois de toutes les velléités de réforme du début des années 2010 et puis des événements récents à Hong Kong. Sans parler des questions du Xinjiang, qui est évidemment beaucoup plus sérieuse en termes de répression des droits de l'homme, qui est motivée, comme vous le savez, par une remontée du terrorisme, mais on voit bien que le terrorisme est une affaire un problème qui a été largement exagéré pour finalement mettre en détention plus d'1 million de Ouïghours. J'imagine qui peut imaginer que tous ces suspects ouïghours soient des terroristes? C'est impossible. Donc on voit bien que ça va beaucoup plus loin que la lutte contre le terrorisme. Il s'agit d'assimiler les Ouïghours, d'en faire des Chinois et de réduire à zéro leur identité à la fois culturelle et religieuse. Et ça, c'est un crime extrêmement grave. Je pense qu'un jour, la Chine, le gouvernement chinois, le Parti communiste, aura donné des comptes à la communauté internationale sur ce qu'il a fait au Xinjiang. Aujourd'hui, malheureusement, là aussi, on a très peu d'informations. L'information qui filtre en dehors du Xinjiang nous parviennent par des dissidents qui ont pu s'échapper au Kazakhstan ou ailleurs, qui sont arrivés en Europe. Mais la situation est extrêmement préoccupante. La difficulté supplémentaire, c'est que la plupart des Chinois que je rencontre, y compris mes étudiants, achètent, si vous voulez, le discours officiel sur le Xinjiang.
et croient que tout ça, c'est une conspiration. Ils veulent pas voir la réalité. En plus, comme vous savez, un peu comme en France avec les Arabes, il y a un racisme latent contre les Ouïghours qui ne facilite pas les choses. Donc, et puis le Xinjiang, c'est une province, une région de Chine qui est immense, mais aussi extrêmement marginale par rapport à ce qu'on appelle la Chine utile, les 18 provinces, là où se situe le centre à la fois de la croissance économique chinoise et puis de la société chinoise au sens propre du terme. Donc, voilà la situation paradoxale dans laquelle on est. Pour Hong Kong, peut-être la société chinoise est plus divisée. Je perçois au sud de la Chine une plus grande influence de Hong Kong, une plus grande disposition à essayer de comprendre ce que veulent les Hongkongais. Au nord de la Chine, pour caricaturer, Pékin, même à Shanghai, beaucoup de gens estiment que les Hongkongais, ce sont des enfants gâtés qui n'ont que ce qu'ils méritent. Et ils pensent qu'un système où les élections sont beaucoup plus contrôlées, et donc dont les candidats sont triés sur le volet par le parti, finalement, ça rapproche Hong Kong de la Chine, puisque c'est le modèle qui domine en Chine continentale, y compris pour les élections des assemblées populaires locales. La liste des candidats est fixée par le parti. Il n'y a aucune chance pour les gens qui cherchent à faire évoluer le régime vers autre chose de pouvoir s'inscrire sur ces listes de candidats. Donc, voilà, malheureusement, et c'est ça la grosse inconnue pour Hong Kong, c'est que la société civile hongkongaise adhère à des valeurs politiques libérales, des valeurs démocratiques. Je ne pense pas qu'ils vont changer de mentalité. Donc, on va vers des difficultés que Pékin aura du mal à gérer. Je pense qu'il y aura d'autres épreuves de force, d'autres sources de tension dans la société hongkongaise à l'avenir. Alors, pour l'instant, c'est un peu la résignation qui l'emporte, mais je sens à la fois parmi mes étudiants, mais aussi les gens que je connais à Hong Kong, une volonté de résistance qui va demeurer et qui va probablement servir un peu, en dehors du système politique officiel qui est en train de se mettre en place à Hong Kong, le contre-pouvoir, le pôle de résistance à toute ambition un peu trop autoritaire et hégémonique de Pékin sur Hong Kong. Un grand merci à vous, Jean-Pierre Cabestan. Il faudra qu'on vous réinvite pour parler à la fois de la situation à Hong Kong plus en détail, mais aussi des liens entre communisme et nationalisme que vous avez évoqués. C'est ce qui conclut notre émission sur les 100 ans du Parti communiste chinois, sur les dessous du pouvoir. Merci à l'équipe technique, aux recherchistes et à nos partenaires, le Cerium, l'agence France Presse et Savoir Média qui nous permettent de faire quelques instants un arrêt sur le monde. À très bientôt. Merci de votre accueil. À bientôt, j'espère. Au revoir.